Pauline Biodel, Vincent Guillon, Pouvoir-Main Biodel, Laure Cotin devrait arriver, Louis Le Pivin, Jeanne-Marie Hermann, Jean-Michel Sakidis, Christine Caron, Pouvoir, Paula Pilikevich jusqu'à son arrivée, Jean-Philippe Ollier va arriver, Jean Bernico, Philippe Gevrey, Patrick Comovert, Isabelle Coquelric devrait arriver, Valérie Ledestumère, Paola Pilikevich, Laurent Sassier, Pouvoir-Main Hermann, Valérie Médon, Benoît Teston devrait arriver, Bertrand Schneider, Aïlis Kata devrait est là, Camille Folk, Pouvoir, Valérie Ledestumère jusqu'à son arrivée, Arnaud Brosset ne va pas tarder, Antoine Brûlé-Bury, Pouvoir, Mme Médon, Flore Hoffmann devrait arriver aussi, Livet Venin, Pouvoir, Philippe Gevrey, Jean Gilbert est en train d'arriver, Patrice Ozorowitz présent, Christine Pachot, Cécile Chopard, Emmanuel Servoux, Pouvoir, Mme Chopard, Suzanne Egal, Elke Superclub, Pouvoir, M. Florence et M. Florence. Alors, je vois tout un tas de personnes qui arrivent. Benoît Teston, Flore Hoffmann, Arnaud Brosset. Voilà. Voilà, je vous fais passer donc la feuille de présence pour cette séance du conseil municipal. Ah oui. Et vous aurez aussi 2 autres signatures à faire, c'est pour le compte administratif. Donc, vous tournez la page et vous trouvez votre nom. Et il y en a une que je ne signe pas. Bien. Voilà, et je voulais donc, avant de commencer cette séance, désigner un secrétaire de séance. Quelqu'un a-t-il se senti une vocation soudaine de secrétaire de séance du conseil municipal? Voilà, voilà. Allez, je ne sais pas quoi faire ce week-end, je vais être secrétaire de séance pour une fois. Hop. Ce ne sera pas ce week-end. Voilà, et oui, juste avant d'ouvrir aussi, donc je voulais aussi saluer la présence ce soir de Philippe Gevrey, voilà, que vous avez chacun à votre façon accompagné durant ces dernières semaines. C'était aussi important de manifester notre solidarité vis-à-vis de nos collègues. Nous avons approuvé la séance, le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 mars 2023. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal? Je ne vois pas de main se lever, donc ce procès-verbal est donc approuvé. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. J'ai aussi reçu ces dernières 48 heures 2 questions, une du groupe Cité, une du groupe VCV. Et donc, c'était le groupe VCV qui me l'a envoyé en premier, donc c'est le groupe VCV qui posera sa question en premier à la fin de la séance comme il se doit. Et donc, nous commençons par une série de délibérations sur les finances, à commencer à cette période de façon traditionnelle, l'approbation du compte de gestion, puis ensuite du compte administratif, qui, je le rappelle, en fait, témoigne de la réalisation du budget sur l'exercice 2022, en tout cas des paiements qui ont été effectués sur 2022. Et donc, je vais donner la parole à Jean-Michel Sakidis pour la première délibération, le compte de gestion 2022. Monsieur le maire et vous tous mes chers collègues, alors comme à chaque année à cette époque revient le compte de gestion et le compte administratif en lien avec la présentation qui va suivre bien sûr. Alors un petit rappel, d'abord une petite parenthèse concernant le compte de gestion et le compte administratif qui vont être présentés. De ce que j'ai compris, je le dis avec précaution, c'est la dernière fois qu'on présente ces 2 comptes séparément puisqu'il y a un changement comptable. Vous savez, ce fameux référentiel M14, M57. Et à l'avenir, me dit-on, j'ai plutôt tendance à le croire, mais c'est sous condition que ça ne change pas, évidemment, nous devrions parler à l'avenir de ce qui s'appelle le compte financier unique, CFU, dans le langage technique. Mais ça ne devrait pas trop changer en réalité la double comptabilité qui
qui est suivi à la fois par la DGFiP et la ville, puisque là, c'est le compte de gestion qui est objet de la délibération. Mais voilà, ça va changer de nom et ça va, à minima, en tous les cas, c'est ce que j'ai compris, rationaliser un peu les choses, puisque, comme je l'ai toujours dit, le compte de gestion se nourrit des chiffres que la ville donne à la DGFiP. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout un compte de contrôle, puisque si nous nous trompions, eh bien, le compte de gestion se tromperait aussi. Donc voilà, c'est enfin peut-être une bonne nouvelle après des décennies d'évidence, comme quoi il fallait peut-être fondre ces choses-là. Et donc, au cas particulier, dans cette délibération, c'est le compte de gestion qui est donné, alors accompagné d'un document toujours très épais que vous avez sûrement lu en détail, mais dont l'objectif, et c'est celui qui est comment dire, exposé sur la diapositive qui est projetée, et de faire coïncider tant en recettes qu'en dépenses, tant en investissement qu'en fonctionnement, les deux approches parallèles, ce qui, comme je le disais, n'est pas une grande surprise dès lors que nous fournissons les éléments du compte de gestion du côté de la ville. Voilà, donc il nous est demandé, pour démarrer, d'approuver ce compte de gestion que vous avez lu in extenso. Je n'ai pas le moindre doute. Bien, il est heureux que les deux comptes coïncident. De toute façon, s'ils ne coïncidaient pas, on ne les présenterait pas encore. Donc, très clairement, il n'y a pas de surprise. Voilà, y a-t-il des demandes de parole sur ce compte de gestion? Madame Chopard. Oui, alors tout d'abord, je voulais souligner le travail de mise en forme du comptable public, parce que cette année, la lecture exhaustive, Monsieur Isakidis, est beaucoup plus fluide, beaucoup plus claire que les années précédentes. Ce travail exhaustif de rapprochement du budget primitif et du réalisé permet d'avoir en un seul tableau, en page 21, donc sur le document exhaustif, une vision très claire de la réalisation budgétaire de la ville. Donc, on voit qu'en 2023, un peu plus de 11 millions de crédits programmés en investissement n'ont pas été réalisés et 2,6 millions de crédits programmés en fonctionnement n'ont pas été réalisés. Nous y reviendrons au moment du débat sur le compte administratif, mais je voulais expliciter pourquoi nous allons voter contre l'approbation des comptes de gestion, non pour leur forme, mais pour le fond. Nous désapprouvons la persistance d'écarts aussi importants entre le prévisionnel budgétaire et le réalisé de la ville. Donc, c'est une explication de vote. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Non. Donc, qui est contre? 4 contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. Ce compte de gestion donc, est approuvé à la majorité du conseil municipal de Viroflay. Nous passons au compte administratif 2022. Sachant que je rappelle que je devrais quitter la séance et laisser la présidence, si vous le voulez bien, à Pauline Biodel, première adjointe, pour le vote de ce compte administratif, comme il se doit. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, donc cette délibération est introduite par cette planche qui vous est présentée, qui rappelle les dates charnières depuis le 26 janvier jusqu'à aujourd'hui, qui pilote, qui rythme en fait l'exercice budgétaire tout au long de chaque année fiscale. Voilà, on va donc aller directement à la suite avec quelques définitions qu'on rappelle à chaque occasion, BP, CA, etc. J'insisterai un tout petit peu sur la dernière ligne, les reports, parce que c'est une définition qu'il est souvent utile de rappeler. Le budget d'une opération peut être inscrit au BP de l'année N, mais son déroulement peut affecter l'exercice comptable suivant. Donc, je dis ça en introduction de ce qui va suivre pour bien m'assurer de la compréhension de ce qui va être présenté, notamment lorsqu'on va aborder le sujet des investissements. Les reports dont il est question, comme je le dis chaque année, n'a pas de lien direct et unique en tous les cas avec le report des projets, comme on pourrait l'imaginer. Ce qui, au passage d'ailleurs, apporte aussi un élément de réponse à l'intervention précédente, qui s'attachait en fait aux grands totaux en dépenses et en recettes qui ont été extraits du compte de gestion. L'explication majeure, on va y revenir en détail plus tard, tient à cet aspect des choses. Donc, en premier lieu, une section de fonctionnement. Alors, sans grande surprise,
puisque nous avions déjà présenté un pré-CA 2022 au moment du vote du budget 2023, le 9 mars dernier. Et depuis lors, donc je fais référence en fait à la colonne intitulée CA 2022, depuis lors, il s'est avéré que beaucoup des hypothèses que nous avions posées se sont affermies et se sont confirmées. On a des taux de réalisation en 2022. Alors, le taux de réalisation, c'est le quotient, si vous voulez, entre ce qu'on a budgété et ce que l'on a exécuté. On a des taux de fonctionnement qui sont plutôt proches de 100%, puisqu'en dépenses, on est sur 2022 à 99%. J'ai fait la division pour vous, hein, ça n'apparaît pas forcément en l'état, si, parce que c'est tout petit, alors peut-être les gens ne voient pas, mais vous le voyez, très bien. Et en fonctionnement, 101%. Juste pour rappel, en dépenses, en 2021, nous étions à 95%. On oscille en permanence dans cette fourchette, dans cet intervalle, qui varie entre 93 au plus bas il y a plusieurs années, jusqu'à 99 comme en 2022, et en fonctionnement assez rarement de grands dépassements. Et donc, si vous repreniez les chiffres que nous avions présentés lors du budget 2023, que vous retrouvez en fait dans ces tableaux, en recettes au BP, nous avions 24 248 000. Et aujourd'hui, nous avons 24 249 000, donc c'est parfaitement égal. En dépenses au CA 2022 au BP, nous avions 22 408 000 et aujourd'hui 22 431 000. Donc une augmentation qui est liée en fait, qui s'explique en fait par l'augmentation relativement faible malgré tout des frais financiers que vous retrouvez quelque part, voilà, au milieu du tableau des dépenses, puisque une partie de ces faits financiers est attachée à des taux d'intérêt qui, comme vous le savez tous, ont fait l'objet d'ajustements tout au long de l'année. Maintenant, ça reste extrêmement acceptable, puisque nous sommes très très proches du budget malgré tout. Voilà, je ferai juste une petite parenthèse sur un chiffre qui n'est pas très important en valeur, mais très important en pourcentage. Je fais référence à la colonne taux de réalisation, qui est la troisième colonne en partant de la droite du tableau, où vous voyez une certaine taxe conso finale électricité qui varie de 318% entre ce que nous avions planifié au BP, c'est-à-dire 50 euros, et nous terminons à 159. Alors on pourrait se demander, et on s'est demandé de savoir pourquoi et comment. Et en creusant, en fait, il s'avère que cette TFCE, taxe finale sur la consommation d'électricité, en réalité n'existe plus en tant que telle, puisqu'elle a changé de nom au 1er janvier 2022. Alors ça, c'est des arcanes de la technostructure qui nous échappe, donc vous m'excusez de ne pas en être un expert absolu, mais dorénavant, ça s'appelle la TICFE, taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Alors vous allez me dire, on s'en fout, quoi, ça a changé de nom, mais en fait non, parce qu'elle est désormais collectée par la DGFiP et non plus par les communes, les départements, comme c'était le cas jusqu'au 31 décembre 2021. Et le calcul de cette ligne-là n'est plus donc comparable stricto sensu à ce qui se passait au préalable, puisque la nouvelle base de calcul de cette fameuse taxe, alors maintenant, est affublée d'un nom qui s'appelle l'assise sur l'électricité. Alors l'assise avec 2 C, je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, ça explique en grande partie pourquoi on a une grande disparité. Peut-être que les experts sur le sujet pourront nous expliquer ça, mais ça explique cette grande disparité de 318%, qui, encore une fois, en valeur absolue, reste relativement faible, mais présente quand même en affichage un pourcentage particulièrement élevé qui attire l'attention. Et voilà, donc une petite parenthèse, de ce que j'ai compris, ça devrait continuer en l'état. Donc, nous devrions avoir à nouveau, dans les années à venir, une restabilisation de ce montant,
Ce montant, en fait, a beaucoup augmenté parce qu'il est dorénavant indexé sur l'inflation et donc a bénéficié indirectement du renchérissement des coûts de l'énergie, comme vous le savez tous. Donc voilà, donc le Mikado géant, si vous voulez, parfois budgétaire en tous les cas, réserve quelques surprises et elles ne sont pas toutes mauvaises, quoi. Voilà, dernier point concernant la capacité d'autofinancement, qui est quand même, on a changé de tableau, oui, qui est quand même le point d'atterrissage principal de ce budget de fonctionnement qu'on retrouve en dernière ligne tout en bas, où l'on voit que nous avions planifié 1 970 000 euros, donc ces dernières colonnes BP 2022 tout en bas, ligne verte, et puis nous arrivons à 2 487 000. Alors on nous fait tous les ans le reproche de soit l'insincérité, soit l'incompétence, soit un cocktail des deux, ou d'autres choses encore. En réalité, cette différence de 517 000 euros entre 1 970 000 et 2 487 000 s'explique à 92% par deux choses, deux phénomènes. Le premier, c'est la variation des droits de mutation. Donc là, je remonte dans le tableau jusqu'à la deuxième ligne, dont droit de mutation. Donc vous voyez que vous retrouvez les 369 000 euros. Et les 109 000 euros, nous en parlions à l'instant, de la fameuse TICFE, dénommée dorénavant sous ce sobriquet. La somme des deux explique 92% de la différence entre la capacité d'autofinancement budgétée et celle réalisée. C'est un point que je souligne parce qu'il est important, puis surtout va permettre peut-être de dévitaliser toutes les critiques auxquelles on fait face à chaque fois, en espérant cette fois peut-être être entendu, espérons, pour préciser d'abord que, et vous le savez tous, nous ne sommes pas maîtres des droits de mutation, puisque ces droits de mutation que nous encaissons sont fonction du dynamisme du marché immobilier, du nombre de transactions et de la valeur. Donc on ne peut pas nous accabler de n'avoir pas pu suffisamment précisément connu l'évolution de ce marché. Ça n'est ni le cœur de métier, ni l'objectif d'une collectivité, et encore moins sa volonté. Et puis deuxièmement, donc c'est l'effet de bord que je soulignais sur la fameuse TICFE, qui a subi en cours d'année une mutation génétique qui n'est pas de l'ordre de notre contrôle. Donc l'ensemble des deux, 92%, explicatif de cette différence. Si nous poursuivons, alors nous allons maintenant détailler un certain nombre de postes qui ont été vus dans le tableau de synthèse précédent, en commençant par ce qui vous est présenté, la section de fonctionnement, comparant dépenses et recettes totales sur l'exercice. Alors, c'est toujours en comparaison de ce qui avait été présenté, si vous en souvenez, pour ceux qui étaient là, ce qui avait été présenté, qui avait à peu près le même aspect au moment du BP 2023, en réalité, c'est rappelé en bas de la diapositive, incluait les cessions et le résultat de l'année précédente. Ce qui vous est présenté là, comme c'est un compte administratif, met de côté ces recettes et ce résultat de l'année N-1, et donc n'est pas comparable poste à poste par rapport à ce qui avait été présenté le 9 mars dernier. Néanmoins, si on refait l'exercice isopérimètre, eh bien, on voit que les recettes en 2022 on avait un prévisionnel à 22 408 000 avec un atterrissage à 22 431 000, c'est la barre rouge la plus à gauche dans les dépenses, pardon, je disais les recettes. Et puis, symétriquement, vous avez côté recettes, la barre rouge qui vous rappelle le résultat du CA 2022 comparé à celui du BP de la même année. Voilà. Si on poursuit, toujours en rentrant un tout petit peu plus dans le détail. Alors, c'est un peu petit, hein, donc ce n'est pas forcément extrêmement lisible. Mais en résumé, si vous vous souvenez, il y a moins de 5 minutes, dans le tableau de synthèse, nous voyons dans les dépenses totales, comparant le CA 2022 au CA 2021,
Donc, je fais référence aux graphiques qui sont dans la partie basse, qui donnent le détail de ce 1 624 000. Je suis désolé, hein, c'est toujours assez compliqué de présenter ce genre de choses, puisqu'on fait référence à des diapos qu'on n'a plus sous les yeux. Mais je vous demande de me croire, et puis c'est dans vos documents. La différence entre le CA 2022 et le CA 2021 était de 1 624 000. Vous avez le détail en bas, dans le graphique d'en bas, du constitutif de ce détail. Il s'explique en fait à 97% par l'augmentation de la masse salariale, c'est-à-dire les coûts de personnel et les charges à caractère général. Alors, on verra la variation touchant les frais de personnel un peu plus tard, identiquement, à hauteur de 713 000, hein, pour vous donner le chiffre, et la variation des charges à caractère général à hauteur de 837 000 euros, dont on verra le détail aussi un petit peu plus loin. En matière de recettes, c'est-à-dire là, je remonte sur le graphique du haut, on a une très bonne stabilité des recettes comparées d'année à année sur le total, puisque au bilan, si vous additionnez toutes les barres rouges et vous les comparez aux barres oranges, non, pardon, aux barres bleues, oui, c'est bien bleu qui les ont mises, eh bien, on a un delta de 3 000 euros. Donc, c'est parfaitement contrebalancé, sachant qu'il y a une forte disparité, puisque en comparant 2 années, donc 2022 et 2021, en réalité, on a une augmentation des impôts et taxes que vous pourrez retrouver dans le tableau de synthèse précédemment exposé, mais qui est contrebalancée par une baisse de recettes des dotations et participations, notamment issues de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, pas la capacité d'autofinancement. Alors, comme par chance ou par hasard, les deux chiffres se contrebalancent, c'est-à-dire le surplus de recettes d'impôts et taxes est contrebalancé à 20 000 euros près par la moindre recette de la CAF, eh bien, au bilan, on arrive à une stabilité en comparaison 2021-2022. Un peu dense peut-être. Je continue avec le détail des frais de personnel, donc qui vous est rappelé sur une échelle de temps remontant jusqu'à 2019. Il y a un point intéressant, je vais moins m'attacher aux chiffres, hein, rassurez-vous. Lorsqu'on calcule le taux de réalisation de ce budget sur plusieurs années. D'abord, on voit qu'en 2022, donc nous avons dépensé 11 932 000 euros pour un budget de 11 600 000 euros, qui est dans la colonne juste à côté. Donc, ce qui fait un taux de réalisation de à peu près 103%. Donc, c'est-à-dire, en fait, pour être très précis, 102,9%. Donc, nous avons dépassé de 2,9%, 3, on va dire, pour simplifier, ce budget-là. L'année précédente, c'est-à-dire en 2021, si nous refaisions ce même calcul, je l'ai fait pour vous, nous étions à 96,7%. L'année encore avant, c'est-à-dire en 2020, nous étions à 96,3%. En 2019, nous étions à 93%. Et donc, il y a depuis 2020 et accentué en 2022, un pourcentage de réalisation de ce budget de personnel qui s'approche de plus en plus, voire même dépasse un petit peu les 100%. Une des interprétations, alors il y a plusieurs interprétations à cela. La principale, enfin il y a 2 interprétations principales. La première tient au fait que nous nous approchons quasiment des effectifs pourvus. C'est-à-dire en gros, les postes ouverts sont pourvus, avec des sauts quantiques, je dirais, ces dernières années, liés notamment à la police municipale, dont vous savez que les effectifs ont été renforcés, mais pas seulement. Et puis également, il y a eu une augmentation de la masse salariale par rapport à 2021, qui est liée à l'ajustement du taux d'indice indiciaire, et qui donc explique tout ça, quoi. Voilà, plus un ensemble d'autres détails liés au RH sur lesquels je m'appesantis pas plus que nécessaire. Si on continue
sur les charges à caractère général. Vous avez là aussi un tableau assez touffu qui vous est présenté, qui vous donne le détail de ce que l'on voyait précédemment dans le tableau de synthèse sur lequel nous sommes penchés en tout début. Là aussi, des écarts extrêmement divers quand vous comparez les chiffres de l'avant-dernière colonne en partant de la droite. Et au bilan, tout en bas, un moins 3%. C'est-à-dire que par chance ou par construction, probablement un peu des deux, les plus et les moins se compensent dans une large mesure à hauteur de 3%, avec quand même de fortes disparités à l'intérieur du détail qui est présenté, puisque fluide et énergie, comme vous le savez, ont fortement augmenté. On a eu également une année assez importante en matière d'entretien de réparation. Voilà, bon, là aussi, il y a beaucoup d'explications qu'on pourrait donner ligne par ligne. Deux effets quand même importants à souligner, puisqu'on va les retrouver dans la diapo suivante, qui sont des effets un peu techniques, qui sont liés à la nature des changements de contrat, notamment les trois dernières lignes en partant du bas, le contrat Q-Park, dont la nature a changé, et le contrat de marché, d'exploitation des marchés, qui est donc aujourd'hui exploité par EGS. La nature de ces contrats, comme vous vous en souvenez, a changé. On est passé d'un mode de fonctionnement qui était plutôt un DSP, va-t-on dire, pour faire court, à autre chose qui est aussi une forme de DSP, mais qui est plutôt plus une prestation de service qui n'inclut pas la perception des recettes pour compte de tiers, pour faire court. Et donc, tout ça introduit en fait des biais de lecture qui ne sont pas des erreurs, mais qui suivent en fait l'exploitation opérationnelle des choses et qu'on retrouve sur la diapo d'après. Si vous voulez bien, si ça marche. Ah oui, pardon, oui, ça y est. Puisque donc, comme vous voyez, on retrouve la redevance Q-Park que j'évoquais donc à titre d'exemple, à peu près en milieu de tableau, avec un montant extrêmement faible en 2021, 90 000 euros, 89 000 euros, qui correspondait en fait à une période de transition entre un contrat et un autre, et un reliquat donc à solder. Et au BP 2022, comme attendu, du fait de ces changements contractuels, on a des montants nuls qui n'étaient pas pris en compte. Il y avait une petite boulette dans la version initiale qui a été corrigée, donc ça c'est très bien. Bon, les flèches bleues et rouges vous signalent ce qui s'est passé pour la piscine et l'aide Covid. Comme il est précisé, l'aide Covid commerçant est donc contrebalancée puisque c'est un budget de transfert en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il apparaît en recettes et en dépenses. Et le point qu'on peut souligner quand même, c'est la moindre nécessité d'une subvention d'équilibre au CCAS. Rappelez-vous, ça fait plusieurs années que nous disons que vis-à-vis du fonctionnement du CCAS, la ville sera toujours en dernier recours budgétaire au besoin. J'ai plutôt la faiblesse de penser que si le besoin CA 2022 à 30 000 euros au lieu de 45 000 comme nous l'avions prévu apparaît comme tel à l'issue d'une année, eh bien, on peut l'interpréter comme il y a eu moins de sollicitations nécessitant de notre part de convenir d'une subvention d'équilibre à hauteur du BP tel que nous l'avions imaginé. Dotation et participation, on retrouve un certain nombre de points que j'ai déjà évoqués. Je ne rentre pas forcément dans le détail de chacune des lignes, puisque c'est quand même assez technique et il faut juste retenir que c'est constitutif en fait de nos recettes. Juste pour souligner simplement, en avant-dernière colonne, dernière ligne, subvention CAF à moins 248 934. C'est un point que j'évoquais précédemment. Il y a souvent avec la CAF une grande difficulté à pouvoir planifier en temps et heure, en tous les cas, c'est-à-dire au moment où nous votons le budget de l'année en cours, les recettes sur lesquelles nous pourrions nous appuyer pour réaliser ce budget. Donc là, au cas particulier, voilà, moins 248 000.
Donc, ce n'est pas que la CAF nous a lâchés en race campagne, ni qu'ils ont mis la clé sous la porte, mais simplement, c'est la plupart du temps lié à des décalages dans le temps qui sont explicatifs de ces montants-là. Recettes de fonctionnement, toujours, recettes tarifaires. Alors d'abord, je précise pour la lecture la plus claire possible, comme je l'introduisais précédemment, que les droits de place de marché qui étaient auparavant une recette de fonctionnement de nature autre, c'est-à-dire dans le paquet vert, ne sont plus en 2022 dans le bloc vert à 1 202 000 pour les raisons que j'évoquais. Changement de type de contrat. Donc ça explique en partie le changement de périmètre, enfin la différence des chiffres qu'on peut voir, puisqu'il est inhérent aussi à un changement de périmètre. Sinon, au-delà, ce qu'on peut constater, c'est que nous retrouvons en 2022 avec 3 354 000 euros de recettes, un niveau de recettes qui est équivalent à ce qu'il était en 2019, qui n'est pas présenté sur cette diapo, mais qui était de 3 431 000. Donc 3 431 000 en 2019, 3 354 000 en 2020. Il y a un delta de 78 000 euros par rapport à 2019. 2019 est une année intéressante parce qu'elle précède la fameuse année 2020 qui a beaucoup chamboulé des schémas de planification basés sur la continuité des choses, comme vous le savez. Mais on constate, malgré tout, comparant ces 2 années, qu'il y a un changement structurel. Il y a un changement structurel, notamment par le poids relatif du périscolaire et de la petite enfance. La part de recettes autres, c'est-à-dire le bloc vert, au-delà de ce que je précisais, augmente aussi. Voilà, et inclut au jour d'aujourd'hui des redevances de stationnement, des redevances d'occupation du domaine public, ça c'est constitutif d'une recette de type autre, des locations de salles, des locations de parking, enfin c'est un autre par nature, inclut tout ce qui n'est pas dans le bleu, qui fait l'objet d'une tarification. Si on poursuit sur les recettes de fonctionnement, là, beaucoup plus simples et synthétiques, nous retrouvons les sessions qui avaient été planifiées lors de la construction du BP 2022. Comme vous le voyez, un certain nombre se sont réalisés dans l'année, d'autres pas. Il vous est rappelé, entre parenthèses, néanmoins, dans la première colonne, les dates actualisées prévues de session. La Sente du Pont des Chasses en 2023, c'est réalisé. Parcelle Colocani 2024, etc., etc. Donc là encore, des recettes de fonctionnement qui sont aussi tributaires d'éléments extérieurs, puisque, comme vous le savez, si je prends l'exemple du Pont des Chasses, c'était lié à l'accord de copropriétaires riverains, enfin de propriétaires riverains de cette Sente. Et donc, ça prend toujours un petit peu de temps de construire un consensus ou un accord suffisamment large, voire unanime, en vue de réaliser cette session. Donc, on l'avait prévu en 2022, elle est partie en 2023. Voilà, identiquement pour le reste. Donc, il y a des disparités CA-BP, mais c'est inhérent à ces phénomènes bien connus. Si nous passons à la section d'investissement, donc autre tableau, toujours un peu dense. D'abord, je voudrais signaler une petite erreur de frappe. La dernière colonne tout en haut à gauche, à droite, pardon, c'est report 2023. C'est pas report, enfin c'est le report de 2022, mais je le précise parce que parfois on m'a indiqué qu'il y avait peut-être un petit problème de lecture. C'était vous, Madame Egal. C'est les reports de 2022 qui vont vers 2023. Donc mettez 2022 ou 2023 comme vous voulez, mais c'est comme ça qu'il faut interpréter ce titre en fait de colonne. Alors, ça reprend, là encore, toujours en dépenses et en recettes, un certain nombre de chiffres qu'on a déjà vus lors du BP. Je fais référence à la colonne CA 2022, qui avait été présentée en précalcul le 9 mars. Les chiffres sont quasiment les mêmes. Donc, là encore, on était plutôt bon,
plutôt performant dans la projection de ce CA. Le point intéressant peut-être à souligner, au-delà des chiffres qu'on peut constater soi-même par lecture, c'est un petit calcul que j'ai fait pour vous, qui est de faire la différence entre BP total 2022, entre parenthèses BP plus report plus BS, moins, c'est-à-dire en fait 19 205, c'est le chiffre en gras sous total dépenses d'investissement, moins le BP 2022, à proprement parler, c'est le chiffre juste avant, 13 571, et on arrive à 5 634. Donc 19 205 moins 13 571, ça fait 5 634. Pourquoi c'est intéressant de faire ce calcul? Parce que dans la composante BP de total 2022, il y a les reports de l'année d'avant. Donc, c'est l'effet un peu de glissement d'une année sur l'autre qu'on retrouve. Et donc, surveiller comment cette différence évolue dans le temps est intéressante. En regard notamment du chiffre complètement à droite dans la colonne bleue, enfin dans la ligne bleue, total dépenses investissement, le fameux report dont je parlais précédemment, où on retrouve 4 779. C'est-à-dire qu'en mettant côte à côte 5 634 issus du calcul que je faisais pour vous précédemment et 4 779, on constate que nous n'avons pas un enflement, en quelque sorte, des reports, parce qu'on pourrait se dire, on reporte d'une année sur l'autre, on réalise un certain nombre de choses, mais d'autres choses arrivent qui donnent lieu à un nouveau report, etc. Donc il peut y avoir un effet boule de neige qui pourrait indiquer de façon avancée que quelque chose n'arrive pas à se réaliser autant qu'on pourrait l'imaginer au moment du BP. Ce n'est pas le cas. Sinon, nous aurions les 4 479 qui seraient supérieurs au calcul que je viens de faire. D'autant plus que le report en question que j'évoquais de 2021 sur 2022 était de 5 191. Donc, on a une amélioration de ces reports-là. Et je rappelle ce que j'ai précisé dans les toutes premières minutes de cette présentation, le sens du report. Ce ne sont pas des reports de projet, c'est des reports budgétaires. Voilà, donc, de façon résumée, en 2022, comparant le CA au BP, nous avons un taux de réalisation budgétaire de 84,5%, avec les chiffres qui vous sont présentés, c'est-à-dire 11 473 et 13 571. Voilà un calcul très simple. Et l'année, en 2021, nous avions, si nous faisons le même calcul, un taux de réalisation de 92%, c'est-à-dire 8 points de plus. Mais, donc on pourrait se dire en première approche, ça s'est dégradé, on est passé de 92 à 84. Mais en réalité, non, parce qu'il se trouve qu'en 2021, on a eu un phénomène de rattrapage d'un certain nombre de projets issus de la période glaciaire de 2020, le confinement 2020, qui nous a, je dirais, boosté en quelque sorte en termes de réalisation cette année particulière de 2021. Donc ce chiffre de 84,5 de réalisation reste tout à fait dans la fourchette d'intervalle des années, j'allais dire, normales. Au détail des dépenses d'investissement de bâtiments, vous les avez devant vous. Un taux de réalisation budgétaire de 57% en bas à droite, qui compare donc le CA au BP. Il était également de 57% en 2021. Donc nous ne sommes pas dans l'effet boule de neige que j'évoquais précédemment. Les choses fonctionnent, continuent d'avancer. Les deux projets principaux de 2022 en bâtiment, l'école Olnet et les locaux de la police municipale qui ont fait quasiment l'objet de presque pas de report, voire pas du tout. Enfin bon, comme c'était des projets qui étaient lotis, il faudrait, pour avoir plus de détails, rentrer dans chacun des lots individuellement. Concernant la voirie, là, un pourcentage de 33%. Nous avions 51% en 2021. Les projets terminés en 2021, vous les connaissez, c'est le projet, le quartier de la Marquette,
avec un certain nombre de factures qui sont à hauteur de 618 000 € qui sont validées et réglées. Voilà, bon, je ne vais peut-être pas toutes les détailler, puisqu'il y en a un certain nombre. Bon, voilà, ils vous sont listés, vous connaissez les rues. Il y en a qui sont terminées, la rue Marguerite, par exemple. Il y en a d'autres qui sont en passe d'être terminées, la rue d'Estiendorf, par exemple, etc., etc. Centre des ponts des Chasses, on en a parlé. Le détail vous est donné dans la présentation devant vos yeux. En matière d'urbanisme, même mécanique. Donc le détail des dépenses d'investissement en urbanisme avec un taux de réalisation qui est de 91%. L'acquisition du cabinet médical dont on a déjà parlé, donc le deuxième cabinet médical, pas celui sur l'avenue Général Leclerc, mais celui du boulevard de la Libération, qu'on a croisé au moment du BP 2023 au travers du budget de rénovation et d'aménagement de ce cabinet. Le 17 rue Rieux-Sec, qui va être évoqué un petit peu plus tard, ce soir même, à propos d'une autre délibération. La crèche des réservoirs, dont vous suivez la construction, qui a pris un petit peu de retard suite à des petits soucis de sous-traitance, mais qui s'est réalisé budgétairement à hauteur des 48% qui vous sont présentés. Recettes d'investissement. Alors, c'est comme le planning en fait prévisionnel des recettes d'investissement au BP, comme vous pouvez l'imaginer sans difficulté, est lié à l'avancement des projets. Donc, ces recettes d'investissement, dont une grande partie concerne des subventions, n'est évidemment pas complètement décorrélée du planning qu'on voyait précédemment. Donc, même si certains postes sont planifiés à un certain montant, comme le cabinet médical que j'évoquais en deuxième ligne, à hauteur de 250 000 €, et que en CA 2022, nous avons 0, pour autant, cela ne signifie pas que cet argent est perdu dans ces recettes d'investissement. Il est simplement reporté, comme c'est précisé, pour les raisons que j'évoquais. Tout ça est lié à l'exécution des projets, en réalité, pour faire court, quoi. Donc, évidemment, on affiche des pourcentages qui montrent des réalisations soit à 100%, soit à 0. Mais bon, ce n'est pas tellement interprétatif en réalité de quoi que ce soit d'autre, si ce n'est de l'avancement des projets. Alors, est-ce qu'on s'arrête là ou... Parce que les autres slides concernent l'affectation du résultat. C'est la délib numéro 3, c'est ça? Parce que c'est le compte administratif, on parle de délibération après. Merci, M. Issakhilis. J'imagine qu'il y a des demandes de parole pour cette délibération. Je regarde les mains qui se lèvent. Mme Egal, Mme Chopard. Je vous en prie, Mme Egal. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous aurons quelques commentaires. Donc, en termes de fonctionnement, contrairement à d'autres années, les écarts prévisionnels entre budget réalisé, tant pour les recettes que pour les dépenses, sont modérés. Or, malgré les incertitudes qui secouent le pays depuis près d'un an et se retrouvent dans l'augmentation des postes comme l'alimentation et l'énergie, notre résultat de 1,8 million € est encore supérieur de 38% au résultat prévu lors du budget. Notre situation reste donc très confortable. D'ailleurs, en commission, il nous a été expliqué que les transferts étant possibles entre chapitres, certaines dépenses avaient été anticipées sur 2022 parce qu'il y avait du budget disponible, par exemple, pour le poste entretien et réparation. Nous comprenons que cette possibilité comptable et administrative offre une grande souplesse d'action. Mais vous comprendrez aussi que la lecture des chiffres ne permet pas de comprendre au final à quoi ont réellement été utilisés les budgets prévus. Cette méthode vous permet d'agir sans revenir devant le conseil municipal, mais elle demanderait d'apporter a posteriori les éléments permettant de comprendre les modifications principales apportées. Par voie de conséquence, lorsque vous constituez le budget, vous insistez sur la nécessité absolue de réduire nos dépenses et, par exemple, des subventions. Nous pensons que d'autres solutions, moins contraintes, pourraient être privilégiées. S'agissant des investissements, en intégrant les reports fournis dans la synthèse, on peut estimer que la réalisation atteint 82% pour les bâtiments,
ce qui serait positif. Mais en réalité, on a bien consommé ou engagé 82% du budget, sans pour autant réaliser 82% donc du plan d'investissement. Là encore, on a bien compris qu'il y avait une grande souplesse d'utilisation des crédits d'une ligne à l'autre, mais plus que jamais, il est impossible aux élus que nous sommes, et donc aux Viroflésiens, de comprendre si les finances mobilisées ont bien servi à réaliser ce qui était prévu. À un moment où la ville décide d'augmenter les impôts et annonce envisager d'emprunter, sans toutefois le faire dans l'immédiat, un rapprochement clair entre les moyens disponibles et les investissements à faire est nécessaire. Nous demandons que pour les grands projets d'investissement, un bilan pluriannuel nous soit fourni au moment du compte administratif et du débat d'orientation budgétaire, incluant dans les recettes les subventions. Les APCP vont permettre d'avoir une meilleure lecture pour les projets gymnase des Prés-aux-Bois, réaménagement quartier-village place de la Fête et démolition, reconstruction de la Forge. Mais pour d'autres projets, comme celui de Dieu-le-Veut, où les investissements sur les bâtiments scolaires et périscolaires justifieraient donc ce bilan pluriannuel. De même, les grands projets de voirie, comme celui du quartier de la Marquette, qui est achevé et apparaît avec un report de 620 000 €, et ce, en cours, rue d'Étienne d'Orbe et rue d'Asselor, justifieraient aussi un tel bilan. Les éléments fournis dans le compte administratif sont insuffisants pour comprendre réellement l'adéquation entre les dépenses et l'avancée des différents projets d'investissement. De plus, nous n'avons pas voté favorablement le budget 2022, le compte administratif et la réalisation de ce budget. Nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci, Mme Chopard. Monsieur le maire, chers collègues, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire adjoint, le compte administratif rapproche les prévisions budgétaires du budget primitif à la réalisation effective au cours de l'année. Nous ne pouvons que pointer des écarts importants et comme les 3 dernières années et comme les années précédentes de notre mandat d'élu d'opposition, nous regrettons que le bilan chiffré de la réalisation budgétaire ne soit pas contextualisé au travers d'un rapport d'activité, par exemple, qui permettrait d'expliciter les écarts à l'ensemble des Viroflésiens et des Viroflésiennes. Nous aimerions connaître les évolutions en cours d'année, entre les écarts dus, par exemple, à du conjoncturel, comme le Covid ou comme l'absence, le manque de personnel ou l'absence de moyens humains, et ce qui relève du changement de position politique. Tous les ans, nous obtenons quelques éléments lors de la commission finances qui se déroule 48 heures avant le conseil municipal. Cependant, dans un contexte de forte augmentation des impôts locaux, du fait de l'augmentation des bases et de l'augmentation des taux communaux, ces éléments accessibles à tous nous semblent indispensables. La question que se pose VCV depuis 3 ans est celle-ci. Quelle est la représentativité réelle du budget que vous nous présentez au mois de février ou mars lors du vote du budget, alors qu'il y a de telles différences entre les prévisions comptables et les réalisations budgétaires? Pour toutes ces raisons, nous voterons contre l'approbation du compte administratif. Bien, merci. Bon, il y a peu de questions, donc on va faire rapide sur les réponses. Mme Egal, je vous ai entendu vous réjouir d'une situation vous avez insisté sur très confortable. Je ne sais pas si vous avez bien lu. On peut revenir sur le tableau, s'il vous plaît, le tableau initial de synthèse des fonctionnements. Voilà, oui, voilà, celui-ci. Le très confortable, on ressort avec un résultat intrinsèque de l'année à 1 818 000 € contre 3 445 000 l'année précédente. Ça veut dire qu'on a diminué de 50% notre résultat comptable, c'est-à-dire notre capacité d'autofinancement en 2022. J'appelle pas ça une situation très confortable. Et ça vous a été expliqué, les raisons. En fait, on a un certain nombre d'éléments dont on a tout le détail dans les tableaux. Et en fait, ça n'est pas très confortable, d'autant que notre programme d'investissement, je vous le rappelle, en fait, est extrêmement important. Et donc, on a besoin de pouvoir disposer d'une capacité d'autofinancement suffisante pour considérer que le résultat est très confortable. Donc là, en l'occurrence, il est loin d'être très confortable. Donc, voilà, on n'a pas la même perception des choses. Vous disiez, en fait,
un peu en marge en disant qu'on propose toujours d'essayer de réduire les dépenses et donc au lieu de faire ça sur les subventions, on peut le faire sur d'autres choses, je ne sais pas quoi, à part éteindre les panneaux numériques. Vous disiez, on a besoin d'avoir un bilan pluriannuel des projets. En fait, le bilan, ce qu'on présente dans les tableaux de synthèse en termes de dépenses d'investissement, en fait, vous avez, je pense, d'une année sur l'autre, en fait, l'ensemble des éléments, un peu programme par programme, des BP et des CA. Le CA, c'est la dépense exacte qui a été faite sur exercice. Alors, on peut vous fournir aussi tout un tas d'éléments. Vous additionnez le CA 2021 plus le CA 2022 sur une ligne et vous trouverez, lorsqu'on fera 2023, vous additionnez pour Dieu le veut, vous trouverez exactement la dépense telle qu'elle aurait été faite. Donc, oui, on peut fournir plein de documents différents. Voilà, mais l'information existe, elle est détaillée, je pense suffisamment détaillée. Le détail, et c'est aussi une réponse que je peux faire à Mme Chopard, c'est le fait que ça c'est la synthèse, c'est important d'avoir une vue synthétique pour comprendre les grands équilibres, mais également dans les tableaux suivants, si on peut aller sur les tableaux encore, les tableaux de détail, alors les frais de personnel, donc par mission, mais également sur les autres tableaux derrière, qui sont les détails extrêmement importants là aussi, en fait, de comparaison alors c'est d'une année sur l'autre, hein, mais oui, et par rapport au BP, de comparaison de la plupart des lignes, en fait, déterminant le saut total général de près de 7 300 000 euros des dépenses faites sur le CA 2022. Et là, il y a beaucoup de détails, et donc une bonne partie de ces détails ont été expliqués. Et je rappelle que ça a été dit, en fait, de comparaison budget à réel, mais quand on compare de réel à réel, c'est aussi ça qui est important, et d'où le début de mon intervention, on constate que la ligne fluide et énergie a augmenté de 300 000 euros, c'est-à-dire plus 57% par rapport à 2021. Et donc, on anticipe dans le budget 2023 le fait qu'elle puisse augmenter encore plus. Donc, vous voyez, c'est des choses qui budgétairement étaient compliquées à anticiper de façon aussi forte. On n'avait pas anticipé dans le budget, ça c'est clair aussi, qu'il y aurait pour les frais de personnel une augmentation de 3,5% de la masse salariale liée au point d'indice qui a augmenté en juillet et dont on prend uniquement une demi-année dans le CR 2022 par rapport au PP 2022. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de niveaux de détail. Le CA, de la même façon que le BP, se présente sur deux axes, pas dans ces tableaux-ci, mais sur deux axes différents. C'est un par nature de dépenses, c'est ce qu'on voit à peu près ici, et par destination, c'est par fonction de la ville. Vous retrouvez dans le CA, comme dans le budget, le fait que chacune des natures, les dépenses d'énergie, de frais de personnel, et ainsi de suite, sont réparties selon les différentes fonctions qu'exerce la ville. Là aussi, il y a beaucoup de détails. Et je ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter d'autre comme détail, sauf à faire un conseil municipal en fait, qui durerait 3 heures sur ce sujet. Voilà, donc à mon sens, c'est important. En fait, les niveaux de détail, on est assez homogène par rapport aux années précédentes. Là, toujours la fameuse question des reports. Je dois quand même dire que les reports, il y a deux endroits où on les appelle des restes à réaliser ou des restes à payer. Parce qu'effectivement, je vais le répéter pour la troisième fois pour ce mandat, le report dépend aussi en grande partie de la faculté des fournisseurs à envoyer la facture dans les temps. Et notamment, lorsqu'on fait des travaux, des travaux de voirie, des travaux de bâtiment, on peut très bien avoir des prestations exécutées, mais dont la facture n'arrive qu'en février ou mars de l'année suivante. Et qui, ayant été budgétées l'année précédente, parce qu'on imaginait qu'on allait pouvoir les payer, en tout cas, elles ont été engagées, on les paiera que l'année suivante. Donc, le report n'est pas en soi quelque chose d'infamant. Toutes les communes, toutes les villes, tous les départements, toutes les collectivités font apparaître des reports en fin d'année du fait de la construction budgétaire liée à notre M14, puis après M57,
Voilà. Et on ne fera pas sur chacune des lignes d'investissement des APCP. Comme je vous l'ai dit, on les fait sur les opérations qui ont une certaine envergure et qui, en fait, s'étalent sur plusieurs années. C'est ça le principe des APCP. Donc, voilà ce que je pouvais rappeler. Rappeler une chose aussi, c'est le fait que, et j'avais lu quelque part que c'était un sujet d'interrogation, en tout cas pour certains, la piscine, si on va sur le slide suivant, sur le centre aquatique des Bertizettes, voilà. Donc, on voit qu'effectivement, on a une augmentation de l'ordre de 250 000 euros, 242 plus précisément, sur la contribution, puisque 2021 n'était qu'une demi-année sur le fonctionnement 2021. Et 2022, il y a donc en année pleine, mais il y a aussi le fait qu'on a, conformément au contrat, ce qui n'avait jamais posé aucun problème lorsque le conseil municipal s'est penché sur le contrat en son temps, il y avait donc la mise à jour des index depuis 2018, date de signature du contrat, jusqu'en 2022, ce qui a généré une évolution de la contribution de la ville à Opalia, ce qui est une contribution tout à fait contractuelle et qui a pu être, j'allais dire, ce contrat a pu être regardé par tous ceux qui sont autour de la table, en tout cas, puisque je sais qu'il a été consulté il y a quelques mois par certains qui n'étaient pas élus lors du mandat précédent. Voilà, je voulais rappeler ça parce que ce n'est pas un problème lié à une erreur de négociation ou quoi que ce soit sur le contrat avec la piscine. C'est simplement la mise en œuvre d'un contrat, d'une clause contractuelle qui est tout à fait légitime et qui intègre, cette formule d'indice intègre, je ne sais plus combien d'indices précisément, mais des indices qui sont traditionnellement utilisés dans ce type de DSP. Voilà ce que je voulais apporter comme précision sur… Ah oui, une dernière chose, c'est le fait que je me réjouis aussi sur une chose. Alors, c'est rare de se réjouir sur l'augmentation des frais personnels. Les frais personnels, j'ai dit tout à l'heure, en fait, on a subi une augmentation du fait des 3,5% d'augmentation du point d'indice en juillet, mais également du fait que nous avons, par rapport à 2021, un nombre de postes vacants en 2022 beaucoup moins important qu'en 2021. Et c'est ça qui est essentiel, c'est le fait que, puisqu'on budgète généralement le tableau des effectifs en considérant que tous les postes sont remplis, c'est normal qu'on se rapproche davantage du budget de personnel et que, comme les postes maintenant sont remplis, notamment les postes de police municipale, c'est normal qu'on ait un poste de dépenses de personnel plus important qu'en 2021. Et donc, je m'en réjouis parce que ça veut dire que le service à la population est encore mieux assuré que les années précédentes. Mais j'espère que ce sera durable, compte tenu d'un certain nombre de difficultés que me font remonter des collègues maires. Si ça ne vous intéresse pas, vous le dites. Hein. Parce que ça part de partout. Donc, je vois un certain nombre de collègues maires, disais-je, qui se plaignent, en fait, qui se lamentent de voir qu'ils ont des grandes difficultés à recruter, notamment les petites communes. Les loges en Joseph me disaient ce matin qu'elles ne pouvaient compter actuellement que sur un tiers de ces effectifs de services techniques, par exemple. Pour une petite commune comme celle-là, c'est extrêmement difficile. Alors, les animateurs, on a déjà parlé un certain nombre de fois, mais voilà, donc c'est un vrai sujet. J'espère que la politique que nous menons en faveur de notre personnel nous permettra de le conserver de façon durable pour le bien des Viroflésiens, mais ce n'est pas gagné. Et donc, c'est toujours une incertitude qui pèse sur les années à venir. Voilà ce que je voulais vous dire en réponse ou complément par rapport à ce qui a pu être fait. Maintenant, je vais donc sortir pour laisser la parole. Non. Mes chers collègues, donc je vous propose, en l'absence de Monsieur le maire qui ne participe pas à ce vote, d'adopter donc le compte administratif du budget principal de la ville afférent à l'exercice 2022 tel qu'il vient de vous être présenté et d'arrêter donc le résultat de clôture de ce budget
au montant qui vous ont également été présentés. Donc, qui est contre? Donc, 4 contre. Qui s'abstient? 3. Donc, ce compte administratif est adopté à la majorité. Et donc, Monsieur Issakidis, je vous propose de reprendre la parole pour l'affectation, des résultats du budget 2022. Merci, monsieur tous, mes chers collègues. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent nous conduit à un résultat net, tant en section de fonctionnement qu'en investissement, où vous retrouvez la synthèse de l'excédent de fonctionnement de 2022 qui vous est présenté à affecter et identiquement l'excédent d'investissement qui vous est présenté dans la colonne 2022 pour les montants qui sont indiqués, sachant que ces excédents sont issus à la fois du résultat de l'exercice augmenté des résultats antérieurs reportés, comme vous pouvez le voir sur ce tableau synthétique. Donc, l'affectation de ces résultats, il vous est proposé en fait d'affecter ces résultats selon la délibération en votre possession. Voilà, j'y vais. Donc, vous l'avez effectivement dans la délibération au compte 10-28 de la section d'investissement et au compte 001 de la même section, c'est-à-dire en gros l'intégralité de ces résultats à la section d'investissement pour 2023, ce que nous verrons après. C'est tout. Bon, y a-t-il des demandes de parole? Je vous propose de passer au vote de l'affectation du résultat. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, est adopté à la majorité. Et je vais redonner la parole à Monsieur Issakidis pour la décision modificative numéro 1. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, à la suite de ce que l'on vient de voir, eh bien, nous retrouvons l'affectation de l'excédent de la section de fonctionnement précédemment vue à la section d'investissement à 100% dans le compte 1068 que je mentionnais. Et donc, voilà, reproduisant un équilibre budgétaire de la section d'investissement avec un effet qui vous est rappelé tout en bas, à savoir l'emprunt budgétaire 2023 que nous avions planifié ne sera plus nécessaire dans cet équilibre budgétaire modifié, puisque donc bénéficiant dans la section d'investissement de ce transfert du fonctionnement, du résultat de fonctionnement de 2022. Juste pour rappel, j'ai noté, en fait, nous avions inscrit au BP 2023 un emprunt budgétaire en investissement de 2 670 470. Là, nous transférons 2 621 542 et 20 centimes, ce qui fait un delta de 49 000 euros que nous, à mon avis, sans difficulté, nous arriverons à absorber tout au long de cette année fiscale sans nécessité d'avoir recours à un emprunt budgétaire. Je précise aussi que nous avons fait la même chose en 2021, c'est-à-dire que les reports de l'année 2020 sur 2021 nous ont conduit identiquement à ne plus avoir à solliciter l'emprunt budgétaire que nous avions initialement prévu. Et c'est plutôt une opération de bonne gestion, puisque ça permet de ne pas payer des coûts financiers liés à la mobilisation d'un emprunt, dès lors que, manifestement, nous n'en aurons pas forcément besoin dans l'année. Donc, à la clé, cette souplesse, cette agilité budgétaire produit aussi des économies de frais financiers. Merci, Monsieur Issakidis. Y a-t-il des demandes de parole de Madame Chopard? Madame la maire adjointe, monsieur, mesdames mes collègues, bien sûr, nous nous réjouissons que l'emprunt annoncé en débat d'orientation budgétaire et au budget primitif ne soit pas nécessairement mobilisé. Mais on voit bien qu'à ce jeu-là, rien de ce qui est présenté en débat d'orientation budgétaire n'est réel. Pour revenir sur la discussion sémantique sur les reports et sur le reste à consommer, nous ne sommes quand même pas sur de petits montants. 2,6 millions d'euros à affecter en fonctionnement et 11,2 millions en investissement.
C'est-à-dire qu'en fait, le report, il est quasiment à l'identique le budget primitif. Donc, on est sur un report qui est égal au budget primitif. Nous considérons qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter les impôts et de crier au loup. La situation, effectivement, aujourd'hui, pouvait se gérer uniquement avec les montants non réalisés par la ville. Nous considérons que ces sommes auraient pu être affectées en fonctionnement sur des actions de solidarité plus importantes et qu'il n'était pas nécessaire de baisser les subventions aux associations. Nous considérons que ces sommes en investissement auraient pu être prioriser sur les réfections de rues et de trottoirs en investissement afin d'éviter de faire des rustines sur le budget fonctionnement et donc, entre parenthèses, de perdre le montant de la récupération de la TVA. Pour ces raisons, nous voterons contre le budget modificatif. Je vais passer la parole à Monsieur le maire et dire que le compte administratif et l'affectation des résultats ont été votés à la majorité. 4 votes contre et 3 abstentions. Merci beaucoup. Donc, on parle du budget modificatif, là. J'ai cru que capter la réponse, la fin de la réponse de Mme Chopard, ou de la question, je ne sais pas, qui ressemble à ce qu'on a déjà entendu, sur le fait de consacrer un excédent de fonctionnement à des nouvelles dépenses de fonctionnement dans un contexte où il faut éviter d'en générer des nouvelles dépenses de fonctionnement, donc et dans un contexte où on a besoin de financer nos investissements. Donc, je pense qu'il est plus raisonnable et plus prudent de consacrer cet excédent limité de fonctionnement en fait à notre investissement pour les années à venir, qui est important et sur lequel pèse un certain nombre d'incertitudes, notamment liées à la fois à la non-disponibilité d'un certain nombre de matériaux ou à l'augmentation de leurs coûts ou à un certain nombre d'aléas qui peuvent exister aussi. On l'a vu sur notamment la crèche des réservoirs. Donc voilà, c'était une vision que nous ne partageons pas. Ça peut arriver. En tout cas, on a quasiment toujours affecté nos excédents d'exploitation et de fonctionnement au financement des investissements, ce qui me paraît de bonne gestion. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Donc, on passe au vote de ce budget modificatif. Y a-t-il des oppositions? J'ai cru comprendre que oui. 4 oppositions, des abstentions, 3 abstentions. Et donc, il est adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous sortons de cette série de délibérations concernant les comptes 2022 et leurs conséquences sur 2023 pour re-rentrer dans un cycle avec des délibérations encore très classiques sur une garantie d'emprunt pour un bailleur social. Monsieur Sakhilis, vous poursuivez? Monsieur le maire et vous tous mes chers collègues, donc il s'agit d'accorder une garantie d'emprunt concernant des logements au 22 rue Jean Rey à hauteur de 874 000 € répartis sur 2 lignes de crédit, dont les détails vous sont donnés dans les documents à votre possession, dont je rappelle les durées, 25 ans pour les deux, et à des taux respectifs de 3,6% et de 75%. On retrouve, comme d'habitude, les conditions dans lesquelles cette garantie d'emprunt nous pèse. D'abord sur l'intégralité de la période de remboursement, avec toujours ces conditions extrêmement dures qui s'appliqueraient à la ville de Viroflay si d'aventure le bailleur emprunteur était défaillant. Le point aussi, le dernier, il avait été rappelé, je crois, je crois que c'était au mois de mars, lors du budget, que nous avions un encours d'emprunt garanti qui était supérieur à 42 millions €. Je vous invite à mettre ce chiffre en perspective de nos recettes qu'on voyait précédemment. Donc voilà, cette garantie d'emprunt supplémentaire ne fait qu'accentuer en fait l'écart, agrandir l'écart entre nos recettes annuelles et les garanties octroyées à des tiers sur des durées extrêmement longues. Le dernier point, et je vous invite à le
découvrir vous-même dans les conditions contractuelles. Moi, je suis toujours étonné de voir que, en cas de défaillance du bailleur, eh bien, des pénalités lui sont appliquées à livret A plus 6%, ce qui est énorme. Là où on entend sur les marchés de l'immobilier que le taux d'usure est aujourd'hui un obstacle majeur pour les primo-accédants qui n'arrivent plus à emprunter pour se loger, quoi. Donc, vous connaissez ma conclusion, hein, quand le droit public déroge au droit commun, il y a un problème démocratique, je pense, un majeur, quoi. Et maintenant, on en trouve une trace dans ce document, c'est-à-dire on est très éloigné du sujet, mais vous voyez, ça vient s'immiscer un peu partout. En attendant, il nous est quand même demandé d'accorder cette garantie d'emprunt. Bien, y a-t-il des demandes de questions, enfin d'intervention? Aucune. Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. C'est maintenant une demande de subvention à l'Agence de l'eau Seine-Normandie et à la région Île-de-France que Jean-Michel Sakis va vous présenter en synthèse, bien sûr. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, effectivement, une demande de subvention auprès de ces deux organismes concernant deux opérations qui vous sont précisées, la Forge et le Centre de Dieu-le-Veut, dans le cadre en fait d'une politique qui est celle qui consiste à favoriser la gestion l'évapotranspiration et l'infiltration des eaux pluviales, et qui concrètement prend la forme d'initiatives comme faire en sorte que une forme de désartificialisation des sols favorise la pénétration des eaux ruisselantes ou des eaux de pluie directement en terre, plutôt que d'aller à l'égout. Et on comprend la logique sous-jacente quand on sait que l'Agence de l'eau Seine-Normandie est un opérateur de financement indirect d'usines de traitement d'eau, dont les coûts de fonctionnement et les dimensionnements sont liés bien évidemment au volume collecté. Donc, tout ce qui contribue à en baisser les volumes entrants, eh bien, à partir d'une certaine masse critique, contribue à cela. La région Île-de-France abonde évidemment aussi ce type d'initiative symétriquement. L'autre initiative dont il est question, je vous fais le résumé, hein, je ne vous le lis pas, est attachée en fait à ce qui s'appelle l'évapotranspiration, qui consiste en fait à user de toitures plantées, de végétaux différents et variés qui absorbent eux-mêmes les eaux pluviales. Voilà. Et dernier point qui fait partie également de l'initiative dont il est question, celui de mettre en place un récupérateur d'eau de pluie. Alors, de mémoire, je crois que c'est à La Forge, avec pour objectif d'utiliser cette eau par les services de la ville à des fins soit d'arrosage, peut-être de nettoyage, mais à minima d'arrosage. Donc voilà, l'ensemble de ce genre d'initiative est aidé financièrement par des subventions, et donc il nous est demandé d'accepter, de formuler ces demandes de subvention auprès de l'Agence de l'eau et de Seine-Normandie, sachant que tout ça se calcule en fonction de mètres carrés. La règle de calcul de ce que l'on pourrait espérer est basée sur des mètres carrés, soit des mètres carrés qu'on libère, soit des mètres carrés qu'on aménage en vue d'absorber ces volumes d'eau. J'ajouterai à titre personnel que, en regard avec l'actualité, moi, je ne comprends pas comment, d'un côté, on peut subventionner ce genre de choses, qui est très bien, et d'un autre côté, entendre dans les reportages télévisés que l'État subventionne 70% de la construction des fameuses grandes bassines d'eau, là, vous savez, qui défraient la chronique, sachant qu'elles pompent les nappes phréatiques. Donc, d'un côté, on a des financements pour désartificialiser, très bien, l'eau va dans les nappes phréatiques, et ensuite, 70% de la construction des bassines qui pompent dans ces mêmes nappes sont financées par les mêmes qui nous financent. Moi, j'ai fait des études scientifiques, plutôt logiques, je ne comprends pas. Mais en attendant, on va quand même formuler la demande de subvention. Laissons à César ce qui appartient à César, laissons les bassines à ceux qui en ont besoin ou qui considèrent qu'ils en ont besoin, donc, et à ceux qui considèrent qu'ils n'en ont pas besoin. Donc là, on n'est pas concerné directement. Peut-être que certains ont des résidences secondaires pas loin des bassines, mais voilà, on est au conseil municipal de Viroflay. C'est bien d'exprimer effectivement
des opinions personnelles, mais la logique d'ensemble, faut pas toujours chercher une logique d'ensemble, monsieur Sakidis, dans ce que font les gouvernements successifs non plus. Voilà, parce que je peux vous en donner des non logiques. Voilà, y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération, monsieur Ozorowicz? Monsieur le maire, mes chers collègues, tout ce qui peut diminuer le ruissellement, retenir ou absorber les eaux de pluie est de la plus grande importance à Viroflay, où les épisodes d'inondation se répètent. Il faudrait être désormais attentif à ce que tous les projets publics ou privés étendent autant que possible les surfaces perméables. Pour la forge, le projet de création de fossés ou de noues servant de déversoir et d'espaces d'infiltration pourrait être mis en œuvre dans d'autres espaces de la ville. Pour le centre de loisirs Dieu le veut, la désartificialisation du sol est une proposition déjà faite par le groupe Viroflay et vous, notamment pour les cours d'école. Cette mise en œuvre permettrait, outre le bien-être apporté aux enfants, des gains de surface perméable supérieurs aux 472 mètres carrés de ce projet. Il nous paraîtrait donc utile d'élaborer un plan de désartificialisation des surfaces goudronnées dans la ville. Dans le même esprit, un plan d'enfouissement des réseaux aériens devrait être élaboré. L'entretien des réseaux de récolte des eaux usées est confié désormais à VGP. La commune ne pourra donc plus coordonner les enfouissements aux travaux des collecteurs qui en donnaient le rythme. Il faudrait en prendre l'initiative. Ces deux plans d'aménagement permettraient de sortir d'une logique opportuniste d'investissement liée à des réparations non prévues, des contraintes administratives toujours contestées ou à des financements aléatoires. On pourrait alors rentrer dans la construction d'une vision d'une ville plus verte et mieux adaptée aux bouleversements climatiques à venir. En y associant les Viroflaysiens, on amorcerait une démarche de démocratie participative. On peut rêver. Nous voterons donc pour cette demande de subvention en espérant qu'elle initie une dynamique de nouvelle modernisation, une dynamique nouvelle de modernisation des aménagements urbains. Vous avez remarqué que c'est une demande de subvention sur les projets de la ville que nous avons initié qui intègre ce genre de choses. Donc, je pense qu'on peut se réjouir tous ensemble que ce genre de projet intègre des questions de gestion de l'eau, comment on va le faire sur le gymnase des Probois, c'est pas indiqué ici, mais comme un certain nombre d'autres sujets. Donc voilà, donc réjouissons-nous de la désartificialisation possible des différentes endroits de la ville. Je précise quand même que nous sommes dans une ville urbaine. J'entends parler notamment par le SDRIF que prépare la région de faire ressurgir le rue de Marivel dans Viroflay. Je rappelle que la rue de Marivel coule quasiment de part et d'autre de l'avenue du Général Leclerc, dans des sites extrêmement bâtis. Donc c'est des choses qui sont un peu complexes à mener. La question des cours d'école, c'est un sujet qu'on regarde, puisqu'on est déjà allé plusieurs fois dans des cours d'école de villes voisines pour voir comment ça se passait. C'est pas aussi idyllique que ça n'y paraît. En tout cas, voilà. Donc, cette délibération fait écho à ce que nous avons dit en débat d'orientation budgétaire et au budget, en disant que nous allons essayer de trouver tous les moyens de financement possibles pour financer nos projets, leurs évolutions. Et donc, pour le bien de la ville et des Viroflaysiens. Ceci étant, la question des inondations plus fréquentes, je ne comprends pas d'où ça vient. Donc, il y a eu des inondations liées à des ruptures de canalisation. Donc, ça, c'est pas lié à des épisodes pluvieux. Et il y a eu 2 épisodes ces 4 dernières années, dont un qui était lié aux travaux sur la canalisation, les réseaux sur l'avenue. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit des inondations plus fréquentes. En tout cas, elles sont moins fréquentes que celles qui pouvaient exister il y a une vingtaine d'années. Quant au réseau aérien, c'est bon, c'est un autre sujet. Mais vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont prévus, et donc il faut à un moment donné faire un choix. Et donc le choix, il s'opère sur
Parfois sur des questions d'opportunité, oui, effectivement. Parfois, c'est des choses, et comme nous le faisons, davantage construites sur un PPI en fait, construit avec au moins 4 ou 5 équipements d'envergure qui vont être modernisés, refaits, reconstruits en fait, durant la mandature. Donc, je pense qu'on n'est pas en manque d'investissement. Donc, et quand vous dites qu'il faut investir, en même temps, vous dites qu'il faut aussi mettre de l'excédent fonctionnement dans le fonctionnement. Donc, parfois, je ne comprends pas bien toutes les logiques. Voilà. Ceci étant, c'est une demande de subvention. On n'a pas le montant précis, mais donc on se réjouira qu'on l'aura en tout cas. Y a-t-il... Ah, Monsieur Florence. Oui, merci, Monsieur le maire, chers collègues. Nous soutenons complètement ces deux projets qui ont été exposés par Monsieur Issakidis. Nous allons bien sûr voter en faveur de cette demande de subvention, mais en profitons du sujet pour émettre une ou deux autres idées. Est-ce qu'il ne serait pas possible aussi d'envisager d'installer des récupérateurs d'eau de pluie, puisqu'on parlait d'eau pluviale, près des bâtiments municipaux qui s'y prêteraient, afin, par exemple, d'utiliser cette eau de pluie pour arroser les espaces verts publics. Et au-delà même, on pourrait imaginer que la ville fasse une campagne de sensibilisation pour que les particuliers, eux aussi, soient incités à récupérer l'eau de pluie dans les propriétés, notamment dans les immeubles, afin de pouvoir arroser les espaces verts. On peut faire ce genre de campagne d'information, effectivement, de sensibilisation. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. J'ai même entendu à un moment donné, je ne sais pas si ça va être repris, le gouvernement qui allait envisager de subventionner l'achat de récupérateurs d'eau. C'est peut-être passé inaperçu, mais ou c'est peut-être une fake news, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce ne sera pas l'objectif de la ville, en tout cas. Sur les récupérateurs d'eau, en fait, il faut comme j'allais dire des réservoirs assez conséquents pour arriver à satisfaire les besoins. Et vous savez qu'on a déjà un certain nombre d'endroits où on récupère de l'eau qui coule sous Viroflay, notamment dans le talus du clubhouse du tennis, sous la place de Verdun, dans le parc de Bon Repos, j'en oublie un autre, du côté de la source, du côté de Chaleil, c'est en limite de Viroflay de Versailles. Donc il y a déjà des opérations d'envergure. Si vous avez vu le réservoir qui a été mis sous la place de Verdun, c'est un réservoir qui est considérable en fait en termes de volume de rétention de l'eau. Enfin, c'est pas de la rétention, c'est de la récupération de l'eau de source en l'occurrence. Voilà. Donc nous procédons au vote. Je pense que c'est l'unanimité pour cette délibération. OK, je vous remercie. Nous changeons de sujet et donc c'est Louis Lepivin qui va présenter cette délibération. C'est une délibération habituelle qui est le rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité pour l'année 2022. Monsieur Lepivin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire et mes chers collègues, donc le rapport d'activité 2022 de la commission communale d'accessibilité a été présenté aux membres de cette commission lors de la commission plénière qui s'est réunie le 21 mars 2023. La commission communale d'accessibilité s'est réunie en commission plénière à 2 reprises en 2022, le 15 mars et le 22 novembre, et s'est réunie 3 fois en configuration de visite de terrain, le 23 mars à l'école L'Aulnette pour la suite des travaux du bâtiment A de cette école. Ensuite, le 10 mai, dans le chantier de réhabilitation des locaux de la police municipale. Et enfin, le 26 octobre, rue Lamartine et rue Chanzy. Je tiens à souligner l'esprit constructif et positif et la forte implication de l'ensemble des membres de cette commission dans le travail de la dite commission. Et je vous demande, mes chers collègues, de prendre acte de la présentation de ce rapport. Merci, Monsieur Lepivin, de cette présentation synthétique. C'est vrai que le rapport est dense, avec fourni de photos qui montrent un certain nombre de réalisations, en grande partie liées au travail, évidemment, en totalité liées au travail de nos services, mais aussi sur les conseils prodigués par la Commission. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Ozorvich-Calvera en premier. Vous battez pas. Monsieur le maire, mes chers collègues, la présentation du rapport annuel de la commission communale d'accessibilité est l'occasion de rappeler, moi aussi,
l'étendue et l'importance des travaux à réaliser, ainsi que la qualité du travail de cette commission, notamment l'implication efficace de M. Gevrey. C'est pourquoi nous ne pouvons que regretter de nouveaux travaux de voirie rue Amédée Dailly, rue de Chanzy, pardon. Non, rue Amédée Dailly. Rue Amédée Dailly. Une place de parking ainsi qu'une entrée de carrefour piéton avaient été adaptées, mais des modifications partielles de revêtement rendent désormais ce sol inégal, fait d'un patchwork de surfaces variées, compromettant l'équilibre de la marche. Le manque de coordination nuit à la qualité de la réalisation nuit à la qualité de la réalisation finale. J'imagine que vous avez signalé ce sujet d'une commission, peut-être, Monsieur Le Pivin? Effectivement, rue Amédée Dailly, il y a une place qui avait été prévue pour les handicapés. Et cette place a été modifiée pour arriver avenue Leclerc pour des questions d'inclinaison de l'endroit où était cette place. C'est bien ça que j'ai remarqué. Les travaux ont été faits, réalisés de façon parfaite. Sauf que maintenant, il y a eu à nouveau une modification de la surface, donc sur les trottoirs, alors qu'il y avait des réalisations correctes qui avaient été faites. Maintenant, les trottoirs sont inégaux et l'équilibre est perturbé, c'est tout. À l'approche de cette place PMR ou Sur toute la descente, sur tout le sur le trottoir de la rue Amédée Dailly, l'intégralité. Oui. Ah oui, voilà. Mais la rue Amédée Dailly fait partie du programme pluriannuel d'investissement voirie. Elle va être refaite, mais en attendant de refaire la rue, on a aussi besoin que des chantiers qui doivent se tenir dans une rue adjacente se tiennent, parce que refaire une rue qui va ensuite recevoir des camions de chantier de façon intensive pendant quelques mois, on risque de devoir refaire au final, et donc quand on refait une rue, on refait et la rue et les trottoirs. Donc en fait, on peut éventuellement se dire on fait on égalise un petit peu plus ce trottoir en attendant sans quelques dépenses, mais et clairement, du fait, je parle du chantier SNCF, là, de la rue Hippolyte Mazet, et du fait de recours de riverains, pour l'instant, on se retrouve dans l'incapacité de faire démarrer ce chantier. Donc voilà la raison pour laquelle les choses ne se font pas de façon aussi rapide que ce qu'on aurait pu imaginer aux grandes dames de Jean-Philippe Ollier, d'ailleurs. On a, oui, voilà. Madame Egal? Deux petits points, je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été dit, sur un fonctionnement constructif de cette commission. Deux points, je vois que dans le rapport, il est mention des demandes faites par les commerçants, qui a eu donc six avis favorables et un avis défavorable. J'ai relevé plusieurs fois qu'au niveau du laboratoire qui est sur du Général Leclerc, alors qu'il vient de s'étendre dans la partie qui a été laissée par le Crédit Agricole, à ce jour, il n'y a toujours pas d'accessibilité de ce laboratoire pour les personnes à mobilité réduite. Quand je fais la demande, ça fait plusieurs années que je fais la demande et qu'on me dit si, ça va se faire. Donc, je ne sais pas si vous avez de nouvelles informations à ce sujet. Donc, ça, c'est la question 1. La seconde, c'est un complément. Les remarques que nous avons faites sur la commission accessibilité, elles fonctionnent bien pour ce qui est de la voirie. C'est un petit peu plus compliqué pour la partie bâtiment, puisqu'on était jusque-là sollicité un peu trop tard quand les travaux sont trop avancés, ce qui fait qu'on donne un avis a posteriori qui peut être donc on peut rectifier si c'est un défaut de réalisation, mais on ne peut pas revenir en fait sur des éléments de conception qui auraient pu être traités autrement. Et donc, suite à la demande que nous avons formulée, une réunion aura lieu donc la semaine prochaine de cette commission, une réunion supplémentaire pour examiner les plans donc de la forge et de Dieu le veut. Donc, je pense que là, on va dans un sens qui est tout à fait constructif. Voilà, je vous remercie. Eh bien, c'est parfait. À mon tour, je souligne l'implication de Philippe Gevrey dans cette commission. Évidemment, Louis Le Pivin qui y est de façon régulière. Voilà, donc nous prenons acte du fait que ce rapport vous a été communiqué. C'est bien ça, c'est un prendre acte. Hein. Nous passons à Jeanne-Marie Hermann qui va vous rapporter là, une convention avec la ville de Chaville.
Monsieur le maire, mes chers collègues, bon, alors, c'est une convention que nous passons maintenant depuis bientôt 3 ans, qui consiste donc à nouer un partenariat avec la ville de Chaville pour nous accompagner dans la programmation culturelle des spectacles, spectacles tout public et spectacles jeune public. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec l'Atrium de Chaville et ses responsables qui, compte tenu de la programmation importante qui a lieu à Chaville et à Sèvres, ont une vision de différents spectacles sur la saison culturelle. Donc, ils nous proposent un certain nombre de spectacles et la ville de Viroflay sélectionne donc pour l'année, la saison culturelle, environ 4 spectacles tout public, 4 spectacles jeunes publics. Et la ville de Chaville en assure donc la gestion, s'occupe donc du travail technique et administratif correspondant à ces spectacles. Donc, ce système fonctionne maintenant depuis 3 ans. Nous en sommes très contents puisque cette année encore, l'ensemble des spectacles qui ont été proposés ont été fortement plébiscités par les Viroflésiens. Le dernier spectacle de la saison qui aura lieu demain est complet depuis déjà plusieurs jours. Donc, nous vous proposons de renouveler ce mode de fonctionnement qui donne apparemment toute satisfaction au public viroflésien. Et donc, le montant de cette convention s'élève à 10 000 € qui couvre donc à la fois le suivi artistique, administratif et technique de l'ensemble des spectacles qui sont proposés à l'auditorium de la ville de Viroflay. Merci, Mme Herman. Je soulignerai aussi que dans la coopération culturelle qu'on a avec la ville de Chaville, qui n'est pas dans cette convention, la ville de Chaville nous offre de temps en temps des places, notamment pour les seniors de la Forge, pour assister à certains spectacles qui se passent à l'Atrium. Donc, et croyez bien que j'en remercie le maire à chaque fois que cela peut se produire. C'est peut-être 2 à 3 fois par an. Voilà, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, y a-t-il des demandes de parole? Non. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Aucune, je vous remercie. Unanimité. Nous passons à la question sur les subventions aux associations. Et donc, c'est Valérie de la Sumer, conseillère municipale déléguée aux associations, la vie associative, qui va vous présenter cette délibération. Monsieur le maire, mes chers collègues, la ville de Viroflay apporte un soutien financier aux associations. Elle le fait pour à la fois les aider dans leur fonctionnement, dans leurs nouveaux projets. Ces subventions permettent donc le développement et permettent aux Viroflésiens de bénéficier des projets qui sont menés. Les dossiers de subvention ont été instruits conjointement à la fois par le service des affaires des finances, par les adjoints de secteur et par moi-même. Donc, ils ont été relus et étudiés à la fois sur la forme et sur le fond et ont donné lieu donc à un arbitrage en fonction principalement des critères du nombre de viroflésiens qui bénéficient de ces actions, de la pertinence de leurs activités par rapport aux priorités et du sérieux et des retombées de leurs actions. Je vous propose donc de préciser et d'affecter aux différentes associations les montants selon le tableau qui a été joint pour un montant global donc, de 199 840 € qui a été préalablement voté par le conseil municipal dans le cadre du budget primitif lors de la séance du 9 mars 2023. Merci, Mme Dastumer. Y a-t-il de parole? Je pense que oui. Monsieur Florence, allez-y. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Le vote de cette délibération est l'occasion un peu annuelle, mais de remercier l'ensemble des associations et leurs membres qui donnent beaucoup de leur temps au service de leurs concitoyens. Et les subventions que nous allons voter vont leur permettre de maintenir un lien social fort dans la ville.
ce dont on a bien besoin dans le contexte inflationniste de guerre, etc. Nous avons eu en commission donc, deux explications sur donc 2 baisses qui concernaient l'amicale du personnel et le comité de jumelage. Donc, c'était les réserves importantes pour le comité de jumelage, l'alignement sur le consommé de 2022 pour l'amicale. L'autre baisse importante concerne l'USMV. Alors, la subvention a donc baissé d'1 tiers. Il semblerait que d'après des informations assez récentes, que le conseil d'administration de l'USMV propose à ses adhérents d'augmenter la cotisation, propose à ses sections plutôt d'augmenter la cotisation pour toutes les sections afin de compenser une grosse partie de cette baisse de subvention. Alors, nous souhaitons enfin que cela n'implique pas que un certain nombre d'adhérents soient écartés du fait de ces augmentations tarifaires. Voilà, c'est un point que nous voulions souligner, qui sera à suivre tout au long de cette année. Toujours est-il que, bien sûr, nous allons voter cette subvention aux associations. Ce tableau, en fait, c'est la subvention en numéraire. Il ne fait pas apparaître du tout le montant des aides diverses et variées que la ville apporte aux associations. Pourquoi la ville apporte des aides aux associations? Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, elle contribue à la vie sociale, à la convivialité et à un certain nombre d'activités dans la ville, à destination des Viroflésiens majoritairement. Mais je pense qu'il est important que chacun contribue à sa mesure et à son niveau à la façon dont l'environnement, le contexte financier et économique se déroule. Et donc, la ville continuerait à dire on augmente les tarifs, on augmente les impôts, mais chacun de son côté continuerait à dire nous on maintient nos différents trucs malgré l'évolution, l'inflation, malgré l'évolution des prix de l'énergie. Je rappelle quand même que pour le SMV, de tête, mais en arrondissant, je crois que on donne chaque année, et ça n'a pas encore été recalculé pour 2022, mais jusqu'aux années précédentes, la contribution, ce qu'on appelle la contribution volontaire en nature qui est donnée à l'USMV est de l'ordre de 600 000 euros. 600 000 euros, c'est la mise à disposition des locaux, mais également tout le paiement des fluides, eau, électricité, gaz et ainsi de suite pour chauffer les bâtiments, plus le gardiennage, donc en fait 600 000 euros, c'est un montant considérable. Et je pense que compte tenu de l'évolution du budget de l'énergie pour 2023, je pense que ce montant va encore augmenter. Donc je pense qu'il est de bonne gestion. C'est pour ça que on a suggéré on a proposé de baisser la subvention. Il est de bonne gestion, je pense, de pouvoir partager les efforts. Je sais que certaines villes ont décidé, en tout cas au moins 2 dans les Yvelines, ont décidé de refacturer, ou en tout cas de facturer des dépenses d'énergie aux associations qui utilisent de façon un peu plus importante les équipements publics, les salles notamment. Ce n'est pas le cas, donc c'est la ville qui supporte l'intégralité, mais je pense que c'est un partage à établir. On a discuté avec l'USMV, et donc voilà, on verra l'année prochaine ce qu'il en est. Donc très clairement, je crois savoir aussi qu'il y a eu des baisses de cotisation dans les années passées au niveau de l'USMV, donc je crois qu'il est important de rééquilibrer l'ensemble. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est le fait que, vous l'avez compris, pour le comité de jumelage, c'est à la fois parce que il n'y a plus de possibilité de financer quoi que ce soit au Mali, et c'était ça en grande partie, en fait, le montant de la subvention qui était versé au comité de jumelage. Et puis, le comité de jumelage a des excédents de fonctionnement accumulés qui sont importants. Donc, on a considéré que ils pouvaient réaliser des projets en 2023 sans mettre en difficulté leurs finances. Voilà, oui. Paula Pilikiewicz, un complément? Oui, effectivement, donc il y a eu la de l'USMV hier soir qui a voté pour une augmentation de 10 € de la cotisation de chaque adhérent. Et par contre, je rappelle quand même que pour les familles qui sont vraiment en problème financier, le CCAS propose des aides également.
Voilà, via la subvention que nous versons au CCAS qui, budgétairement en 2023, est de 47 420 €. Voilà, donc nous procédons à présent donc, au vote de cette délibération. Donc, il y a Ah, parce que vous êtes aussi, ah oui. Donc, si vous êtes membre d'un comité directeur, d'un conseil d'administration, d'une de ces associations, je vous demande de vous signaler et de ne pas prendre part au vote, s'il vous plaît, pour éviter les conflits d'intérêts. Mme Chopard ne prend pas part au vote, Mme Egal non plus. Oui, oui, bah, patriotique, vous êtes dedans aussi, monsieur Le Pivin. Et si on est juste membre, il n'y a pas de problème. C'est si on est dans les conseils d'administration, en fait, dans les organes de gestion des associations. Voilà, donc on a pris note qu'il y avait 3 non-prises de participation au vote. Et donc pour les autres, y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Et nous passons maintenant à un syndicat intercommunal, et c'est Jeanne-Marie Amann qui va vous porter cette délibération. Bon, dernière délibération de la soirée, il s'agit d'une adhésion au CIPEREC pour la compétence développement des énergies renouvelables. Donc, le CIPEREC est particulièrement compétent en matière de développement des énergies renouvelables. Il travaille en particulier sur l'insertion d'équipements photovoltaïques pour la production d'électricité sur les bâtiments. Et nous avons jugé bon donc de faire appel à ces services puisque l'on a plusieurs projets d'implantation de ce type d'équipement. Donc, le CIPEREC peut intervenir à la demande de la collectivité pour accompagner les dossiers de consultation, les travaux, l'ensemble des démarches administratives. Et comme vous le savez, ce n'est pas la moindre des choses quand on a ce type d'équipement à installer. Et donc, à ce jour, il accompagne déjà 83 collectivités. Et donc, on vous propose d'adhérer à cette compétence développement des énergies renouvelables proposée par le CIPEREC, et donc à autoriser Monsieur le maire à prendre toute mesure d'exécution pour exécuter cette adhésion. Voilà. Merci Mme Herman. Y a-t-il des demandes de parole? Nous passons au vote. Des oppositions, des abstentions, unanimité. Merci beaucoup. Bien voilà, c'était la dernière délibération de cette séance. Avant de passer aux questions orales, je vous informe que il y a des élections sénatoriales qui sont prévues en septembre prochain. Vous êtes tous concernés, tous sauf une personne, Mme Suberkrub, qui n'aura pas, étant de nationalité allemande, n'a pas la possibilité de voter pour les sénatoriales. Et donc, elle se tient cette élection le dimanche 24 septembre. C'est une participation obligatoire de l'ensemble des délégués des communes, donc des conseils municipaux notamment. Et nous devrons nous réunir, et là aussi c'est une date impérative donnée par la préfecture, nous devrons nous réunir sur un conseil municipal à objet unique qui se tiendra strictement le vendredi 9 juin de 8h à 8h15. Ça peut être de 8h à 8h03 d'ailleurs. Donc c'est un conseil municipal très rapide qui est censé désigner des délégués supplémentaires, parce qu'il nous faut quelques délégués supplémentaires par rapport au nombre de conseils municipaux que nous sommes ici sur la ville de Viroflay. Je crois qu'il faut environ peut-être 8 ou 9 délégués de plus, compte tenu de la taille de la ville. Je crois qu'à Versailles, ils doivent désigner 50 ou 56 délégués complémentaires. Donc, et c'est à ce moment-là, lors de ce conseil municipal, que cette désignation se fait. Vous verrez, il y a une forme de proportionnalité. Donc, en fait, il y a des délégués proposés par chacune des listes, mais là aussi, c'est une question de machin truc au plus fort reste, enfin, je ne sais quoi. Donc, on vous expliquera tout ça. Non, on vous dira avant le 9 juin comment on les désigne pour le 9 juin. Donc, ça veut dire que si vous en avez à désigner, il faudrait que vous puissiez nous donner des noms qu'on intégrera dans la liste. Et c'est bien pour ça qu'on vous dira avant.
Alors, les sénatoriales, oui, tombent le jour du Paris-Versailles. Donc, on ne sait pas où ça va se passer. Les fois précédentes, ça se passait parfois à Satory, parfois au Palais des Congrès de Versailles. Donc, si c'est le Paris-Versailles, ça va être coton pour aller. Mais vous pouvez y aller l'après-midi, hein, ça ouvre toute la journée. Et on peut y aller en train, absolument. Voilà. Et à vélo en contournant le dispositif. Tout cela, on le saura. On fera du vélotage. Voilà, je propose maintenant donc que les deux groupes lisent leurs questions orales. Je vous propose d'ailleurs, comme il y a des similitudes dans les questions orales, que vous lisiez l'un après l'autre votre question, puisque je ferai une réponse groupée. Et donc, à commencer par le groupe VCV qui avait envoyé sa question en premier. Monsieur le maire, en toute discrétion et sans concertation ouverte auprès des Viroflésiens, un projet de ferme urbaine a été développé par la ville autour de la maison forestière qu'elle a acquise il y a 2 ans, 64 rue de Jouy, et ce, dévoilé ce mois d'avril dans le magazine de Viroflay. Les élus VCV ont donc appris par voie de presse que les principes programmatiques de ce nouvel équipement public à vocation écologique et pédagogique sont déjà très largement arrêtés, les travaux de mise en culture ayant déjà commencé. Nous regrettons une fois encore l'absence de débat et d'échange sur les possibles usages d'un tel équipement public et la mise à l'écart des élus d'opposition de la construction de ce projet, alors qu'une concertation avait été annoncée lors du conseil municipal ayant délibéré sur l'acquisition de cette maison forestière. Nous citerons donc les propos des élus de l'Union pour Viroflay de ce même magazine d'avril 2023, que les élus VCV partagent en tout point. Je cite, « Dans le contexte difficile que nous connaissons, nous exhortons chacun à faire preuve d'ouverture, sans fuir le débat, en clair, assumer ses responsabilités, retrouver une atmosphère apaisée, sans dogmatisme ni mauvaise foi, dans l'intérêt de tous les Viroflésiens. » Le texte se poursuit ainsi. Alors, pour cette seconde moitié de mandat, nous exprimons le souhait de mieux partager nos idées et d'élaborer ensemble l'avenir de Viroflay. Les élus VCV auraient très sincèrement souhaité participer aux travaux préparatoires relatifs à la programmation de ce projet écologique, thème qui nous est cher, mais force est de constater que cela n'a pas été le cas. Le rôle de l'opposition tel que nous le concevons est d'apporter au débat notre vision de l'avenir de la ville de Viroflay, de porter les voix de nos électeurs, qui pour rappel représentent 1/4 de la population de la ville, et de faire évoluer les méthodes de décision vers la prise en considération de la pluralité des attentes des usagers. Dans cet esprit, et contrairement à vos allégations, nous sommes force de proposition. Et pour exemple récent, notre demande de modification de PLU en vue de l'élargissement des OAP sur la ville, le recours aux APCP pour une amélioration du suivi budgétaire qui a été repris par la ville d'ailleurs, ainsi que la désartificialisation des cours d'école. Pour que vos vœux d'apaisement et de partage des idées se réalisent, nous vous demandons, Monsieur le maire, quels sont les espaces de discussion et lieux de débat que vous comptez ouvrir aux groupes d'opposition. Nous vous remercions pour votre réponse. Le groupe des élus VCV. Merci. Vous citez, c'est Monsieur. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, dans le dernier magazine de la ville, vous faites état d'une charte de participation citoyenne. Cela fait écho au label national 3A Territoires, villes et villages Internet décerné à la ville avec la mention démocratie locale. Cette charte appelle plusieurs questions. Dans le paragraphe acteurs locaux de la charte, il est indiqué « Les acteurs locaux apportent leur contribution dans la réalisation d'une étude ou d'un projet par leur connaissance, leur quotidien, leur vécu, leur culture. Ils peuvent donner leur avis, émettre des propositions et faire valoir leurs pratiques du territoire dans leur souci de l'intérêt général pour un projet en particulier. » Fin des guillemets. En revanche, les élus minoritaires ne sont mentionnés qu'en étant conviés aux réunions publiques et aux groupes de travail ou ateliers citoyens. Si nous apprécions d'être conviés à ces réunions, par exemple lors des réunions d'information sur les travaux de voirie ou lors des réunions mobilité douce, les élus minoritaires qui représentent 44% des suffrages des citoyens ont aussi des avis, peuvent émettre des propositions sur les projets en cours, ce que fait citer dès que cela est possible. Mais sur certains sujets, par exemple la ferme urbaine, dont l'acquisition était validée à l'unanimité, nous sommes informés en même temps que les citoyens.
Ce projet n'a pas été mentionné lors de la réunion de présentation des projets aux élus minoritaires, alors que vous écrivez avoir travaillé sur ce dossier pendant une année. Pour le projet de Dieu le veut, les élus minoritaires n'ont été associés à aucune des phases de concertation. Comment pouvez-vous alors recueillir les propositions des élus minoritaires de manière à les intégrer au projet final si les élus majoritaires les trouvent intéressantes? Nos propositions ou remarques ne devraient-elles pas être recueillies avant les consultations citoyennes? Cela avait été fait d'ailleurs pour le groupe vélo. Nous avions été reçus par M. Ollier et Mme Médon avant les réunions plénières. Cela est donc possible. 4 niveaux différents sont mentionnés dans cette charte: l'information, la consultation, la concertation et la co-élaboration. Quel niveau pensez-vous utiliser pour les projets structurants afin que ces projets qui engagent la ville pour plusieurs décennies puissent être, s'il y a lieu, enrichis des idées des habitants? Par exemple, pour le gymnase, le mur d'escalade relève de la consultation, mais le projet global n'aurait-il pas pu relever de concertation ou de coélaboration, au moins pour partie? Le budget participatif 2019 a permis d'initier une certaine forme de démocratie locale, mais il n'a été établi qu'une seule fois. Quand comptez-vous le remettre en vigueur? Avec 17 400 habitants, Viroflay n'est pas obligée de créer des conseils de quartier, mais elle pourrait le faire afin de développer les échanges et recueillir des suggestions pour améliorer la vie du quartier et de la ville. En conclusion, comment pensez-vous, au-delà de cette charte, déployer les instances permettant de développer la participation citoyenne en accompagnement et dans le respect de la démocratie représentative et faire vivre dans la durée la mention spéciale démocratie locale que la ville vient d'obtenir? Nous vous remercions pour les réponses que vous pourrez apporter à ces questions. Bien, donc, vous avez remarqué la similitude entre ces deux questions. Donc, je vous fais une réponse commune parce que ça me paraît c'est le plus simple. Donc, vous saisissez l'opportunité des sujets du dernier magazine, notamment le projet sur le site de l'ancienne maison forestière, pour m'interpeller sur la question de la démocratie locale qui se concrétise notamment par la publication d'une charte spécifique. Je note avec satisfaction que personne ici ne remet en question les fondamentaux de cette charte et qui se présente en quelque sorte comme un règlement intérieur qui peut être utile au moment de récolter l'avis de la population sur un projet. VCV me demande quels sont les espaces de discussion et les lieux de débat que je compte ouvrir au groupe d'opposition et citer, souhaite savoir comment je pense déployer les instances permettant de développer la participation citoyenne en accompagnement et dans le respect de la démocratie représentative. C'est important. Aux élus du groupe cité, je réponds que nous poursuivrons sur ce que nous mettons en œuvre depuis déjà très longtemps, à savoir organiser des réunions d'information, des groupes d'échange sur des thématiques précises, des réunions de quartier, des permanences d'élus, des consultations directes des Viroflésiens. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a encore d'autres sujets. Vous avez pu lire notamment en page 13 du dernier magazine que même si nous avons travaillé sur un projet nature avec une société spécialisée dans ce domaine, nous, et j'ouvre les guillemets, profiterons de la journée porte ouverte pour lancer une consultation publique, affiner les attentes des futurs jardiniers et déterminer la surface des espaces de ce jardin de la piste. Si vous n'appelez pas ça une consultation, je ne sais pas comment l'appeler, mais nous considérons par expérience que c'est toujours plus facile de travailler avec un support un peu établi qu'avec une page blanche. C'est notre rôle, d'autant que là aussi, cela faisait partie de notre programme. Rien n'est figé à ce stade, en fait, sur ce projet-là, et je ne vois pas ce que, en tant qu'élu, vous n'approuveriez pas à ce stade. Est-on tous ensemble pour un projet vert ou pour le projet de promotion immobilière qui était proposé par le préfet il y a 4 ans? Je connais la réponse. Est-on tous favorables à la mise en place de jardins partagés, à une ouverture sur la ville pour toutes les tranches d'âge, à des séances de découverte de la nature pour un meilleur respect de l'environnement, à un équilibre financier du projet? Tout ça, c'est intégré dans l'article qui a été fait. Donc, je pense que la réponse est oui à toutes ces questions. Donc, si elle n'est pas oui, ben dans ce cas, il faut me le dire. Pour l'instant, nous en sommes là. Et la parole sera bientôt aux Viroflésiens sur ce projet-là, en tout cas, et sur d'autres aussi, parce que nous allons multiplier, et c'est Bertrand Schneider qui est chargé en partie sur Viroflay, de nourrir cette question de la participation citoyenne. Aux élus du groupe VCV, je répondrai un peu différemment, puisque vous me demandez de préciser la place que je fais, ainsi que mon équipe, aux élus de l'opposition. Tout d'abord, il faudra que vous acceptiez une fois pour toutes de ne pas faire partie de l'équipe municipale majoritaire. Néanmoins, je vous rappelle que vous êtes membre d'un certain nombre d'instances réglementaires ou constituées de façon volontaire par notre équipe majoritaire. Ces instances, commissions, groupes de travail, jurys de concours, quelle que soit leur forme,
vous permettre d'avoir connaissance d'un certain nombre de projets qui font partie intégrante de notre programme de 2020. Et quand je dis d'avoir connaissance, c'est parfois même de décider aussi à la nomination, notamment de maître d'œuvre pour certains projets. Je vois que vous lisez attentivement les textes que mon équipe et moi-même écrivons. Vous savez que je fais de même et que je mémorise beaucoup de vos propos. De ce fait, comment pouvez-vous imaginer que je puisse avoir une envie irrépressible de travailler avec votre groupe lorsque vous écrivez dans une de vos dernières tribunes, je cite, « À Viroflay, rien ne s'anticipe, les coûts des projets ne sont pas maîtrisés et s'envolent comme la réhabilitation du gymnase des Prés-aux-Bois ou la participation au fonctionnement de la piscine. » Ou alors que vous mettez en cause ma probité au sein de mon équipe. Je vous cite dans le PV que nous avons approuvé en début de séance. Au final, comme les années précédentes, nous n'avons pas l'assurance que les documents présentés soient le reflet d'une estimation la plus transparente possible des dépenses à réaliser sur l'année. Cette phrase d'ailleurs fait écho au terme d'insincérité que vous aviez utilisé un jour au cours d'une de nos séances et qui, il faut bien le reconnaître, n'avait pas particulièrement plu au personnel de la ville qui avait préparé le budget. Dans le même temps, où vous demandez à être davantage associé aux décisions, je constate que vous ne participez que rarement aux instances auxquelles le conseil municipal vous a nommé. Pour exemple, lors des 10 dernières commissions d'appel d'offres ou de jury, c'est-à-dire depuis début 2022, le représentant de votre liste n'a assisté qu'à une seule séance. La dernière en date remonte à une semaine. Il s'agissait de la commission d'appel d'offres qui devait statuer sur les marchés de travaux pour le gymnase des Prés-aux-Bois. Vous avez ainsi manqué plusieurs occasions de comprendre pourquoi les coûts peuvent s'envoler dans le contexte inflationniste actuel, mais aussi, en l'espèce, quels sont les résultats produits par la négociation qui a pu avoir lieu avec les entreprises, le maître d'œuvre était présent et a pu expliquer un certain nombre de ces sujets. Pire encore, vous osez même alléguer que, je vous cite encore, VCV propose depuis 3 ans à chaque débat budgétaire des alternatives à cette gestion sans vision. Avez-vous vraiment relu le procès-verbal de la séance du débat d'orientation budgétaire pour 2023 ? L'intervention faite par une de vos collègues a duré moins d'1 minute 50 sans aucune proposition et s'est terminée par « Nous considérons que le débat n'a pas réellement eu lieu et nous nous abstiendrons ». Effectivement, je confirme que vous vous êtes bien abstenu de participer à ce moment important de la démocratie représentative. Alors, pour conclure, je dirais que je ne renie aucun mot du passage de notre tribune d'avril 2023 que vous avez cité tout à l'heure, en précisant, et je vous remercie, que les élus de VCV les partagent en tout point. Et je les redis, dans le contexte difficile que nous connaissons, nous exhortons chacun à faire preuve d'ouverture sans fuir le débat. En clair, assumer ses responsabilités. C'est ce que les élus de la majorité font chaque jour dans l'espoir, peut-être naïf, de retrouver une atmosphère de travail apaisée, sans dogmatisme ni mauvaise foi, dans l'intérêt de tous les Viroflésiens. Fermez les guillemets. Je confirme donc, s'il le fallait, ma volonté de travailler avec tous les élus du conseil municipal, ce n'est pas le cas de tous les maires, je peux vous le dire, y compris les oppositions. Je ne demande d'ailleurs qu'une seule chose, c'est de reprendre la dénomination que m'avait suggérée un jour Mme Egal, quand j'évoque les élus des autres listes que ceux de la majorité. Dois-je parler d'élus d'opposition ou d'élus minoritaires? Vous remarquerez que, cité par d'élus minoritaires, vous parlez d'élus d'opposition. Pour cette seconde partie de mandat, peut-être devons-nous trouver une nouvelle façon de fonctionner plus sereine. Je renouvelle donc mes vœux d'apaisement et de partage des idées. Ce ne sont encore que des vœux, mais comme le disait le poète Pierre Reverdy, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je vous remercie et souhaite à chacun et chacune d'entre vous une très bonne fin de soirée.